Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Il y a 5 ans, j'ai découvert le formidable travail d'Héloïse Junier, docteure en psychologie, lors de la sortie de son premier livre, Le manuel de survie des parents. Depuis, elle est intervenue 4 autres fois dans le podcast et j'aime beaucoup l'approche d'Héloïse qui se base sur la science, ses expériences du terrain et sur l'humour. Vous apprendrez à gérer les émotions de vos enfants, à savoir comment réagir en cas de colère de votre enfant et à naviguer les difficultés liées à leur comportement. Cet épisode a été enregistré en novembre 2019, au moment où Héloïse venait d'accueillir sa 2e fille. C'est un épisode qui n'a pas pris une ride et qui vous aidera beaucoup, je le sais. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci Héloïse de me recevoir chez toi. Je suis ravie de t'avoir parce que après l'épisode avec le docteur Catherine Guéguin, il y a beaucoup d'auditrices et auditeurs qui m'ont dit « Ok, mais c'est bien de savoir tout ça, mais maintenant concrètement comment on fait ?» Et donc, le docteur Catherine Guéguin m'a suggéré de ton livre. Et génial, t'habites à Bordeaux. Hyper pratique. Très pratique. Et donc, ton livre est exactement le manuel de survie des parents, est très pratique. Donc, on va pouvoir en parler. Alors, tu viens aussi d'être maman pour la 2e fois. Absolument. Et je pose toujours cette question dans le podcast par rapport à la matrescence. Est-ce que devenir mère une 2e fois, ça a été différent de la première? Est-ce que tu as vécu une matrescence différente? Alors je pense déjà que j'ai vécu une grossesse différente parce qu'en fait on s'investit davantage, on s'investit différemment en fait quand on voit le petit être à venir, quand c'est un 2e enfant que quand c'est un premier. Il y a moins l'inconnu, on sait l'attachement qui va être créé par la suite. Et après l'accouchement, les premiers temps, effectivement, déjà on a tendance à désacraliser un petit peu les difficultés. On sait que ça passe et je pense qu'être parent une 2e fois c'est beaucoup plus confortable à mon sens qu'être parent une première fois. Même pour les professionnels de la petite enfance, il y a ça, donc tant mieux. Parce que nous on patine aussi, c'est ça que souvent en fait on a tendance à surestimer les compétences parentales des professionnels de la petite enfance. En fait, non, rassurez-vous, on galère aussi. Et donc, on galère moins une 2e fois qu'une première fois. Ce qui est formidable. Je conseille à tout le monde. Un 2e. Oui, voire un 3e. Alors, je voudrais qu'on évoque 3 concepts pour poser les bases dans cette interview. Ouais. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, ne connaissent pas et je pense que ça va être une révélation, ce que tu vas nous dire. Est-ce que tu peux d'abord m'expliquer ce que c'est le lien d'attachement ? Alors le lien d'attachement, chez le mammifère humain, parce qu'il varie beaucoup selon les espèces aussi, le lien d'attachement chez le mammifère humain, c'est le lien qui se crée entre un parent et un enfant. Il faut savoir un enfant ne s'attache pas de manière automatique et spontanée à son parent dès la naissance. C'est un lien qui se construit avec le temps, en fonction des réponses que le parent va apporter à son enfant. Admettons, mon bébé pleure, voilà, il est 10h30, mon bébé pleure, je ne sais pas pourquoi. La réponse que va apporter le parent va permettre au fur et à mesure à l'enfant de savoir compter sur son parent. Et ça, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose on n'est pas avec cet attachement tout fait, c'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure des réponses que le parent va apporter. Et plus les réponses seront ajustées à l'enfant, dans un rapport déjà en termes de qualité, c'est une réponse, un enfant pleure, on ne laisse pas pleurer tout seul, et on va répondre rapidement, de manière adaptée, plus le lien va se construire. Et l'humain, le petit humain, met entre 6 et 9 mois, c'est très 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 long, pour s'attacher à son parent de manière pérenne pour le reste de sa vie. Ah oui, tu veux dire c'est long par rapport à d'autres mammifères ? Oui, par exemple, vous prenez une petite oie qui vient d'éclore, par exemple, de son œuf. On a vu tous les photos de Lorenz, l'éthologue qui reste à côté de l'œuf qui éclot. À ce moment-là, les petites oies ou les petits canards, les petits canetons vont suivre l'éthologue jusqu'à la fin, parce qu'en fait, ils vont élire figure d'attachement la personne qui reste à côté de lui quand il naît.
Donc ça, c'est formidable. Et nous, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup moins glamour. Du coup, ça c'est vraiment un terme d'effort, en fait, que l'attachement se crée. Donc 6 à 9 mois pour que l'enfant... donc ça veut pas du tout dire que c'est la mère, la figure d'attachement. Ça peut être absolument pas. Évidemment le père, ça peut, ou l'autre coparent, ou ça peut être quand un bébé naît sous X, ou je sais pas, une personne qui s'est occupée... C'est la personne qui s'est plus occupée de l'enfant pendant les 9 premiers mois de la vie. Alors le deuxième concept dont je voulais, c'est même pas un concept, c'est scientifique, c'est l'impact de l'ocytocine dans les relations humaines. Pour celles qui se sont un peu intéressées à l'accouchement, vous savez que l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour qui permet de déclencher l'accouchement. Ouais. Mais dans les relations humaines, ça a aussi un apport hyper important. Et oui, complètement. Alors en fait, avant d'être l'hormone de l'amour, c'est vrai qu'on l'a souvent vulgarisé comme ça, l'ocytocine, c'est vraiment l'hormone du lien social. L'hormone qui crée l'attachement les uns avec les autres, qui crée la coopération, la confiance, l'empathie entre les mammifères entre eux, et notamment entre les mammifères humains. Donc toi et moi, en l'occurrence. Et en fait, cette hormone-là, elle se sécrète dans plein de situations sociales. Par exemple, quand on a un rapport sexuel, elle se sécrète. Quand on pense à quelqu'un qu'on aime, quand on voit la photo de quelqu'un qu'on aime, c'est ça que quand on voit la photo de son bébé, ça provoque aussi des montées de lait. Enfin, c'est formidable. La nature est bien faite. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, quand on a un regard bienveillant pour quelqu'un, un sourire pour quelqu'un. Demain, tu vas dans le métro parisien, là où tout le monde est déprimé, tu souris à quelqu'un avec une vraie humanité, son cerveau et le tien vont sécréter simultanément de l'ocytocine. Et ça crée de la confiance et du lien social. Alors le pot à pot, par exemple, c'est plein d'ocytocine. Ah oui, complètement. C'est ce qui permet d'ailleurs une grande maturation aussi des prématurés. Je te parle de l'ocytocine parce que, pour les gens, vous lirez son livre, il est très drôle, j'ai trouvé. Tu expliques, par exemple, que tu parles de ces situations où un enfant est dans des états de colère, tout ça, et que lui faire un câlin, en fait, c'est une bonne solution. Et c'est parce qu'il va sécréter de l'ocytocine et pouvoir se calmer. Complètement. Alors c'est contrairement aux idées reçues en fait. C'est vrai que quand un enfant est en colère, nous-mêmes on est en colère, par contagion émotionnelle, donc on a tout envie de faire sauf de lui faire un câlin. Et malgré tout, c'est vraiment comme si on lui donnait une petite dose anxiolytique. Le prendre dans les bras va faire que son petit cerveau sécrète de l'ocytocine, donc cette hormone qui va permettre de baisser le rythme cardiaque, la tension artérielle, la respiration, et de créer un état de bien-être chez l'enfant, à condition que le câlin quand même soit sincère. Effectivement, c'est pas pour le jeter par la fenêtre, c'est pas vraiment un câlin, et que ce câlin dure quand même quelques secondes. Et ça permet vraiment à l'enfant de baisser en tension, et c'est formidable d'y arriver. Et est-ce que ça nous fait baisser nous aussi en tension ? Bien sûr, oui. C'est ça qui est chouette. C'est bénéfique. C'est un mini Prozac qu'on se partage. En fait. Et ce que j'aime bien, c'est que je crois que tu donnes en disant ça marche aussi avec le partenaire ou le conjoint. Complètement. Mais même avec le chien. Enfin, quand ma chienne est un peu stressée, parce qu'elle est un peu stressée, elle vient de la rue, et du coup, quand tu fais un câlin, ça la déstresse en fait. L'ocytocine marche avec beaucoup de mammifères. En fait, c'est super dur parce que j'ai l'impression que toute la société nous a encouragés à jamais répondre à la colère des gens, ou en tout cas à la répondre de manière identique, c'est-à-dire être en colère ou crier ou s'énerver, mais on nous a jamais dit non, en fait, quand quelqu'un est en colère, il y a un problème derrière, il y a quelque chose d'autre, fais-lui un câlin, ça lui fera du bien, et ça te fera du bien à toi aussi. C'est vrai que c'est une lecture de l'être humain qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en société, notamment notre société qui est vraiment basée sur la violence éducative. On n'est pas dans cette culture de l'être humain en fait. Effectivement, oui. Le troisième concept qui va faire référence à tout ce qu'on vient de dire, c'est les neurones miroirs. En neurosciences, je trouve que c'est hyper intéressant comme concept. Moi, personnellement, ça m'a fait comprendre plein de situations. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Alors, les neurones miroirs, c'est un concept, c'est une découverte qui était faite déjà à la base, chez le singe, pas chez l'homme. Elle n'a pas encore vraiment été découverte chez l'homme, mais dans les années 90, vraiment de manière complètement hasardeuse. Et aujourd'hui, c'est assez controversé parce qu'on le met un peu à toutes les sauces parfois. Il y a un peu un abus. Des fois, on dit le neurone miroir, c'est responsable de tous les apprentissages, de plein de choses. Alors qu'en fait, plus ça va, en fait, plus on commence à réduire en fait le champ d'action des neurones miroirs. Mais néanmoins, un neurone miroir, ça peut agir dans la contagion émotionnelle. En fait, imaginons que tu arrives je sais pas, tu vas demain chez l'épicier, tu vois quelqu'un qui arrive très en colère, avec une gestuelle très impulsive, très énervée, qui lève les bras au ciel, qui s'énerve au niveau du regard, les sourcils froncés. Donc là, tout ton corps, en fait, va absorber l'émotion de l'autre. Déjà au niveau moteur, parce qu'à la base, le neurone miroir, ça agit sur le niveau moteur, ton impulsivité motrice va être proche de la sienne. C'est-à-dire que ton cerveau, en fait, va faire vivre la même émotion, le même rapport au corps que la personne qui est en face de toi. Donc tu vas avoir les mêmes mouvements que lui, au niveau du faciès, au niveau du corps. Donc si t'étais pas énervé, ouais, si t'es pas énervé, tu vas le devenir. D'accord. C'est ça qui est dommage en fait. Mais à l'inverse, si quelqu'un de joyeux arrive, tu vas aussi être plus joyeuse. Mais donc, on estime aujourd'hui que les neurones miroirs participent beaucoup à ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Mais à la base, les neurones miroirs, ça agit juste sur le moteur.
Tu vois quelqu'un qui lève la main, tu vas avoir tendance aussi toi-même à lever la main. Quelqu'un qui baille, tu vas avoir tendance à bailler. Quelqu'un qui rit, tu vas avoir tendance à rire aussi. Donc voilà, donc ça agit aussi au niveau de la contagion émotionnelle. Donc on va absorber nos émotions de nos congénères. Donc c'est pour ça que si je suis en voiture, qu'il y a quelqu'un qui s'énerve sur moi, ça va m'énerver, alors qu'à la base, j'étais pas forcément énervée. C'est que j'ai absorbé son émotion et que mon cerveau s'est mis en symbiose avec lui et de la mauvaise manière. En fait. Moi, c'est ça, une phase de symétrie, c'est vachement chouette. Mais comment alors comment on fait pour ne pas être en neurone miroir sur les émotions dites négatives. Enfin, j'aime pas dire ça parce que aucune émotion n'est négative. Mais en fait, dans tous les cas, tu absorbes l'émotion de l'autre. Après, ce que tu peux faire, c'est intellectualiser un minimum. Tu dis voilà, tu connais cette faille-là, tu connais ce piège-là, qui nous piège tous depuis qu'on est né. C'est très ballot, mais c'est comme ça. Tu peux dire voilà, je sais qu'il est énervé. Ma tendance de mon cerveau va être de s'énerver aussi. Je vais essayer de prendre le contre-coup et d'essayer de voir quelqu'un qui s'énerve pas comme quelqu'un qui s'énerve contre moi, mais comme quelqu'un qui a un besoin insatisfait. C'est un peu la base de la communication non violente. Et là, je peux avoir une accroche différente. Et ça marche mieux d'ailleurs. Donc avec son enfant, je pense que c'est ça en fait. Le truc, c'est que souvent un enfant qui s'agace, ça peut nous crisper. Un enfant qui pleure, c'est normal. Voilà. Donc, mais si on prend dans le sens inverse, en disant ok, là, il a juste un besoin satisfait. À moi de chercher. ça aide vachement. Même si on trouve pas le besoin, juste le fait de se poser la question et de se dire il a un besoin satisfait, on a une réaction qui est différente. Ouais. En même temps, c'est pas facile. Enfin, moi-même avec ma fille, des fois, je pète un câble. C'est ça. Alors la bienveillance sur le papier, je pense que beaucoup de gens aimeraient. Enfin, en tout cas, ça fait rêver. Moi, la première. Mais en revanche, après, dans le quotidien, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Comment est-ce que, par exemple, je sais que ça, c'est une grande inquiétude des parents, je dois réagir quand mon enfant est agressif. Donc, il tape ou il mord ou il griffe. Ce qui est assez logique. Enfin, ça arrive tout le temps. Ouais. Envers qui agressif? Envers qui? Tu veux dire envers un autre enfant? Envers le parent? Voilà, les deux. Alors, à la crèche, des fois, en société, ça arrive. Mais par exemple, il est agressif envers moi. Ouais, d'accord, ok. Ça, c'est le truc que le parent ne supporte pas. Mais je pense qu'en fait, à la base, c'est que j'ai beaucoup de parents qui m'avaient consulté en crèche parce que leur enfant, mais des fois de 1 an, 1 an et demi, 3 ans, les tapaient. Et ils voyaient ça vraiment comme une agressivité à leur égard, comme si c'était pour leur faire du mal. Et ça, c'est dommage, parce qu'en fait, quand on a une mauvaise lecture du comportement, on a une mauvaise réaction. Et souvent, ce que je leur dis, et c'est ce que je vais dire maintenant aussi, c'est qu'en fait, un enfant qui est agressif, c'est pas un enfant qui veut faire mal. Déjà, il n'y a pas de violence chez l'enfant, il n'y a pas de méchanceté chez l'enfant, parce qu'en fait, l'enfant n'a pas la capacité à se décentrer. Un enfant de 3 ans, 4 ans, n'arrive pas à comprendre la portée de ses actes sur l'autre. Et même un enfant de 6-7 ans qui est décentré, qui sait que quand il tape, ça fait mal, quand il est sous le coup de la colère ou d'une émotion forte, son cerveau, qui est pas du tout mature, n'arrive pas à réguler cette émotion. Donc ça explose, ça part dans tous les sens. Donc déjà, faut savoir que ce comportement-là n'est pas adressé aux parents, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous casser les pieds, c'est pas pour vous faire souffrir. Cet enfant-là explose. Donc vaut mieux accompagner l'explosion plutôt que réagir à l'agression. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, moi je me suis rendu compte que ma fille, quand elle tape, elle griffe ou elle mord, en tout cas nous, ses parents, tout de suite on sait avec mon conjoint, ok, il y a quelque chose qui t'embête, il y a quelque chose qui va pas, voilà, t'es fatigué ou il y a trop de bruit, ou on arrive à voir derrière et on change la situation pour qu'elle arrive à se calmer. Et complètement, c'est ça en fait, faut changer le contexte. C'est ça, ouais. Mais exactement, tu vois, ton exemple il est très bon. Imagine, c'est souvent l'exemple que je prends en formation, en conférence, un énorme iceberg. La partie visible de l'iceberg, c'est le comportement de l'enfant qui va pas. Donc, c'est l'enfant qui tape, qui griffe, qui mord, qui te crache à la figure, tout ce qui t'énerve toi en tant que parent, fondamentalement parlant. Et en fait, ce qu'on pose pas comme question, c'est pourquoi en fait ce comportement existe. Et ce qui est intéressant, c'est de plonger dans la partie invisible de l'iceberg, la partie cachée de l'iceberg, et c'est là où tous les besoins de l'enfant sont là. Tu te poses la question, mais est-ce que mon enfant déjà, il a assez mangé ou est-ce qu'il est juste en hypoglycémie? Un enfant en hypo, c'est un enfant qui explose. Comme un adulte, comme nous, comme un mari. N'oublions pas. Est-ce qu'il a assez mangé? Est-ce qu'il a assez dormi? Pareil, manque de sommeil, ça nous met dans nos cerveaux en alerte. Est-ce que je lui accorde assez d'attention ce matin? Est-ce qu'il s'est assez dépensé? Et pose-toi la question de tous ces besoins fondamentaux. Et si un ou plusieurs de ces besoins sont insatisfaits, forcément, il va exploser. Et savoir cette lecture de l'être humain qui est en face de toi te permet d'avoir non pas un regard critique, mais un regard empathique envers lui. Et même si tu sais pas pourquoi il est en colère, t'as une vision qui est différente. Enfin, moi, c'est ce que je fais avec ma fille. Je vous assure que ça marche. Ça marche presque tous les coups. Tu nous as parlé du lien d'attachement tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu peux aussi expliquer pourquoi, du coup, les enfants, quand ils rentrent de leur journée où ils nous ont pas vus, peuvent tout décharger sur nous et donc... Je crois que c'est très difficile pour les parents quand les grands-parents disent ah ben non mais avec moi il est toujours super, je comprends pas. Voilà, ça irrite. La mère qui te dit mais non avec moi tout va bien, il respecte le cadre. Et pourquoi quand avec nous c'est pas ça? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors en fait, ça c'est une question qui revient aussi beaucoup et souvent, c'est l'exemple que j'ai pris dans mon livre aussi, c'est l'exemple que je prends maintenant. C'est imaginons que tu vas, je sais pas, à un colloque aujourd'hui avec des collègues à toi et tu reçois pendant ce colloque-là, t'es en congrès, t'es assis sur ta chaise au conférencier, tu reçois un texto qui te dit que je sais pas, ton père a un accident de voiture. Et ces collègues-là, avec qui tu es je sais pas, en communication, tu les connais pas vraiment. Tu les connais suffisamment, mais pas vraiment pour pouvoir te lâcher sur le moment. Alors tu vas te retenir, tu vas pas pleurer, tu vas pas sangloter, tu vas avoir une mine inquiète, mais pas non plus décontenancée. Et la journée va se passer, tu vas arriver le soir, je sais pas, en service de réanimation pour voir ton père, ou tu le verras peut-être quand même avant le soir. Et là, tu vois ton conjoint, ou là, tu vois ta meilleure amie ou quelqu'un en qui tu as vraiment confiance. Et à ce moment-là, naturellement, sans que tu maîtrises quoi que ce soit, tout va lâcher et tu vas sangloter dans les bras de la personne en qui tu as confiance. Pourquoi ? Parce que cette personne-là, ce sera ta figure d'attachement. C'est une personne avec qui tu t'es construite, c'est une personne avec qui tu as un lien d'attachement et de confiance très fort. Donc ça peut être des sanglots, mais ça peut être aussi de la colère. Ça peut être aussi de la colère. C'est plus facile d'accepter les pleurs de quelqu'un qui est triste. Et complètement. Que la colère où tu dis qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi. C'est ça que les maris, quand ils sont toujours sympas avec leur mère la journée, et le soir, ils nous envoient tout la figure. Par exemple, ou ça peut être, ils sont sympas avec les collègues, et le soir, c'est toi qui prends tout, la moindre réflexion, hop, ils explosent. Et c'est normal. Et c'est plutôt bon signe. Donc en fait, c'est bon signe. C'est ça génial. Faut voir ça comme ça, en fait. Quand ton enfant, il te casse les pieds le soir et qu'il n'a pas cassé les pieds la journée à quelqu'un, et c'est une marque d'affection. C'est plutôt top. Dans ton livre, tu as un chapitre où tu poses la question dois-je punir, priver pour faire obéir mon enfant ? Ouais. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi la punition est inefficace ? C'est pas notre culture, en fait. Depuis le début, en fait, on nous apprend, quand on est parent, à punir l'enfant. Et la punition, je pense qu'elle fait partie de la culture française. Pour plein de raisons. C'est vrai que la religion, la psychanalyse a beaucoup alimenté cette question de la punition. Mais c'est vrai que pour nous, être parent sans punir, parfois, on sait pas du tout comment faire. Et enfin, je fais des formations aussi pour les ATSEM en école maternelle. Et des fois, quand je leur explique que la punition, c'est nocif, c'est une maltraitance émotionnelle, elles me disent, mais si on punit pas, on fait quoi ? Enfin, je veux dire, on fait quoi avec les enfants ? Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a tout un suite à faire dessus. Et en fait, la punition, c'est inefficace, mais avant tout, c'est déjà maltraitant. Faut savoir que la punition, en fait, ça va mettre l'enfant dans une situation de honte, d'humiliation, et ça va pas permettre à l'enfant de stimuler son apprentissage. Ça stimule pas les bonnes parties du cerveau quand on punit un enfant. C'est quelque chose de très pyramidal et de très maltraitant. Faut différencier la punition de la sanction. Imaginons un enfant, le matin, il a son paquet de céréales, il le fait tomber par terre. De manière plus ou moins volontaire, on sait rien. C'est une expérience aussi, hyper sympa à faire qu'on a tous fait quand on était petits. La punition, ce serait de dire, voilà, tu as fait tomber ton paquet de céréales, tu seras privé de mamie la semaine prochaine. Ou tu seras privé de télé. Enfin, tant mieux d'ailleurs, parce que c'est pas forcément très bon pour son développement. Mais voilà, il n'y a pas de lien entre l'action commise et la punition. Donc il n'y a aucun lien pédagogique. La sanction, ce serait de dire, voilà, tu as fait tomber ton paquet de céréales, écoute, on va le ramasser. Et je vais t'apprendre à ramasser. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée qu'il y a un lien plus ou moins sensé entre ce qu'on dit à l'enfant et l'action commise. C'est même pas une sanction, c'est de l'éducation, ce que tu dis. C'est la sanction, c'est l'éducation. Au sens positif du terme. Ouais. C'est ça que ça peut être mal compris aussi. C'est un apprentissage, en fait, tu lui offres la possibilité de... On répare l'action commise. Mais c'est pas toujours possible, la situation. Et j'aime bien parce que tu utilises le mot expérience. On aurait tous naturellement dit il a fait une bêtise. Est-ce qu'on abuse de ce mot ? Est-ce que ce mot, il est mal utilisé ? Ouais, il est mal. C'est nul de dire bêtise. Enfin, c'est nul. C'est vrai que c'est dommage. L'enfant, il fait que des expériences en permanence. Alors, ce qui nous paraît une bêtise, parce que ça sort du cadre de l'adulte, qui est tout rikiki, tout petit, pour lui, c'est juste des expériences qu'il fait au fur et à mesure. Même un enfant de 10 ans fait des expériences, finalement. Même à 30 ans, je fais des bêtises encore, je le dis, donc je fais des expériences. Non, mais c'est vrai. Mais on expérimente. C'est une vision vraiment très négative de l'expérience, en fait, je pense. Pourquoi est-ce que tu viens de parler du cadre de l'adulte qui est rikiki et l'enfant, lui, il explore ? C'est Qu'est-ce qui fait que nous, adultes, on s'est autant restreint et on n'arrive pas à voir la beauté de l'enfance ? Je pense qu'adultes, nous, on est conditionnés. Enfin, tu vois, je voyais hier avec ma fille, il pleut tout le temps à Bordeaux en ce moment, depuis 2 semaines. Dépressionnelle. Il y a des flaques d'eau partout. Donc, qui dit flaque d'eau enfant, voilà, on sait ce qui va se passer. Et je voyais une flaque d'eau hier. Moi, dans ma tête d'adulte, je contourne la flaque d'eau, parce que voilà, je sais que je vais pas avoir les pieds mouillés. Mais un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand il voit une flaque d'eau, il saute dedans. C'est ce qu'on appelle l'affordance. C'est-à-dire que n'importe quel enfant dans le monde voit une flaque d'eau, va sauter dedans. Après, et c'est pareil, quand tu vois une barrière, il va monter dessus. Quand tu vois un toboggan, il va grimper à l'envers. Et en fait, il est conditionné. Enfin non, non pas conditionné. Il est programmé. Son cerveau est programmé pour avoir telle action avec tel objet ou telle partie de la chaussée. Et en fait, nous, adultes, on a été conditionnés par l'éducation à mettre de côté cette programmation naturelle.
C'est vrai qu'il y a vraiment un décalage entre l'enfant, son cerveau et sa prédisposition naturelle, et notre cadre rikiki d'adulte d'éducation où une chaise, ça se fait pour s'asseoir dessus, ou une table, ça se fait pour poser un verre dessus, et une flaque d'eau se fait pour la contourner. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un décalage total. C'est ce qui crée beaucoup d'ailleurs de frustration, je pense, au quotidien entre adultes et enfants. On se comprend pas forcément. C'est pas le même monde en fait. Ah oui, non, c'est clair. C'est fou d'ailleurs, ouais. Mais c'est pour ça que je trouve que les enfants nous challengent beaucoup, parce qu'ils nous demandent de faire tomber toutes ces barrières qu'on s'est construites dans notre vie adulte. Idéalement. Et de dire, ah bah ouais, en fait, oui, tu peux monter le toboggan à l'envers, il n'y a rien de grave. Tu vas sûrement glisser parce que c'est dur. Ils les enfants et les toboggans. C'est vrai. On a du mal à faire ça, oui. C'est vrai. Il y a un thème que tu abordes sur plusieurs points, qui est le sommeil, qui est, je pense, sûrement le sujet le plus difficile. Ouais, le plus difficile. Donc, tu parles là des difficultés d'endormissement, par exemple, de l'enfant. Ouais. Avec l'épisode sur le docteur Catherine Guéguin, on a bien dit que laisser pleurer, c'est pas efficace. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, si on le laisse pas pleurer, l'enfant, pour l'accompagner pour dormir? Alors, il y a plein de choses à faire. Déjà, il y a plein de rituels à mettre en place. Il faut savoir que pour un enfant, dormir, c'est pas cool du tout. Déjà, ça c'est pas vendeur. Ça, c'est comme pour nous, payer les impôts, c'est pas vendeur. À la base, les enfants n'ont pas envie de dormir. Mais c'est normal parce qu'en fait, ils doivent quitter une activité plutôt sympa, avec beaucoup de gens, une animation, une pièce éclairée, pour se trouver tout seul dans une pièce, dans une chambre, où après ils vont avoir des rêves, des cauchemars, ils vont connaître un peu une solitude. Il faut savoir que le sommeil, à la base, est fait pour être partagé. Chez nous, mammifères sociaux, on ne dort pas seul. Sauf chez nous, dans nos conditions occidentales. C'est ce qui crée un peu des choses un peu compliquées chez l'enfant. Donc, on peut faire en sorte que cette transition compliquée entre le fait d'être en train de jouer avec son chien et ses parents dans le salon et le fait d'être endormi seul dans son lit on va faire en sorte que cette transition soit la plus douce possible. Et on met en place des rituels, du coup, pour ponctuer un peu cette transition, pour que l'enfant puisse se laisser de plus en plus aller vers le sommeil. À commencer déjà par manière très physiologique, à enlever les écrans et les jouets trop stimulants, et qui vont permettre justement à la mélatonine de l'enfant de se sécréter et de favoriser l'endormissement. Tu as parlé de quelque chose de très important. Je pense dans notre société occidentale, on a une vision du sommeil qui est complètement décalée par rapport aux besoins humains. Tu expliques bien dans ton livre qu'on est la seule société à ne pas faire dormir nos enfants avec nous quand ils sont petits. Par une peur très bizarre de se dire qu'ils vont rester avec nous jusqu'à 18 ans. C'est ça. Pourquoi est-ce que le cododo il est autant diabolisé alors qu'on connaît les effets positifs aujourd'hui ? Alors, sans entrer vraiment dans la polémique, mais c'est vrai que le cododo en France, du moins, en France, c'est vraiment un tabou. Hein. C'est comme le fait de faire fumer de la cocaïne à son enfant. Je veux dire, c'est vraiment un tabou énorme. En fait, la religion catholique en grande partie, la psychanalyse, a mis progressivement une distance entre le corps de l'adulte et le corps de l'enfant. Pour des raisons diverses. Ça peut être l'inceste, ça peut être l'infanticide. Donc, au fur et à mesure, plus ça allait et plus les mœurs allaient vers une distance vraiment importante entre le corps de l'enfant et le corps de l'adulte. Du coup, le cododo et tout le fait d'être proche de son enfant a été plus ou moins diabolisé. C'est le cododo, mais c'est aussi le portage. Parce que pendant très longtemps, le portage était complètement controversé. L'allaitement aussi, pendant très longtemps, a été controversé. Enfin voilà, dès qu'il y a une proximité corps à corps entre l'adulte et l'enfant. Or, on oublie que l'enfant, il naît profondément immature, mais plus immature que le girafon ou le chiot ou le chat, le chaton. Et du coup, il est fait pour être en corps à corps avec le parent. Donc là, on revient un peu aux sources, mais c'est vrai que la culture française ne va pas dans ce sens-là. Donc c'est logique qu'un enfant de 2 ans ait des crises d'angoisse ou ne veuille pas aller dormir s'il est séparé de son parent. Mais même nous, en fait, des fois, quand notre conjoint part en déplacement, mais on dort moins bien aussi. Enfin, le sommeil est vraiment fait pour être partagé. Et effectivement, la nuit, on est plus vulnérable, on est plus soumis aux cauchemars, aux inquiétudes. On a tous connu des inquiétudes la nuit qu'on n'avait plus la journée. Donc, on est plus fait pour partager ça avec des êtres sociaux, à nos congénères. Là, je parle de mon exemple personnel. Notre fille, elle a fait du cododo pendant longtemps et après, elle a dormi dans son lit par terre. Et aujourd'hui, elle vient toutes les nuits, au milieu de la nuit, nous rejoindre dans le lit. Et ça aussi, est-ce que c'est classique dans le sens où c'est un moment leur cerveau comprend qu'ils se retrouvent seuls Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, la nuit, les enfants n'enseignent pas forcément des cycles de sommeil et parfois, elles se réveillent après un cycle. Là, boum, pic d'anxiété, elle voit qu'il fait nuit, je sais pas, elle a fait un cauchemar, elle pense à ses parents. Naturellement, elle est programmée, son cerveau est programmé pour retrouver l'ocytocine, donc la proximité avec son parent. Donc en fait, quand ils viennent nous voir la nuit, à 2h du matin ou à 4h, ça montre que son cerveau fonctionne bien. Ils ont besoin d'ocytocine. Ils sont programmés pour le faire. Ils ont besoin de leur shoot d'ocytocine. Ou sinon, les pics avant de dormir, on leur fait une perfusion d'ocytocine. Mais oui, en fait, ils réagissent juste bien. C'est nous, adultes, qui sommes conditionnés à la distance corps à corps, adulte-enfant, qui fonctionnent mal, en fait. C'est ça qui est bizarre. Eux, ils fonctionnent selon leur gène, en fait. Leurs besoins. Et leurs besoins, ouais, complètement. Et jusqu'à quel âge ils ont ces besoins physiologiques d'être près du parent? Alors ça, c'est très compliqué comme question, parce que du coup, je dirais bien pour la nuit. Ouais, pour la nuit. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'âge, en fait, pour la nuit.
Enfin, on a tous cette prédisposition à dormir ensemble, en fait. Ouais, même ensemble. adulte. Ouais. Même adulte, c'est ça qui est fort, en fait. Donc oui, sur le sommeil, on a être humain, on a besoin de dormir ensemble. Oui, complètement. Donc il n'y a rien d'anormal à ce que notre enfant nous rejoigne dans le lit ou ne veuille s'endormir que dans notre lit, parce que ça arrive aussi, ça. C'est tout à fait normal, en fait. Et nous-mêmes, en fait, on serait pareil. On est pareil. On est des mammifères sociaux et on est vraiment fait pour dormir tous ensemble. On verra rarement, en fait, ne serait-ce qu'un louveteau dormir loin de ses parents loups. Enfin, ça paraît complètement insensé. Et nous, on a fait des chambres à part pour les enfants, on les a isolés pendant la nuit, le moment où ils sont le plus vulnérables et les plus sujets au stress et à l'anxiété. Ça va contre la nature, en fait. Ouais. Donc, clairement, un nourrisson qui vient de naître, t'es chou. Il faut vraiment pas le mettre loin dans une autre chambre. Ouais, non, vraiment pas, ouais. Enfin, idéalement. Et c'est vrai que c'est compliqué pour certains parents. Il y en a, ils y arrivent pas. Alors, je pense que déjà, il y en a qui ont peur, en fait. Il y en a qui ont peur d'être esclaves de leur enfant. Et il y en a qui ont peur, en fait, que leur enfant, après, ne quitte jamais leur chambre. Et ils se disent, vraiment, j'ai un coup des parents, si à 3 semaines, il n'a pas sa chambre, ils se sentent déjà un peu trop dans la fusion avec l'enfant, ils sont sujets aux reproches de leur famille. Et ils ont vraiment peur que ça dure toute la vie, en fait. Il faut savoir que tout est transitoire, tout est une phase, et que ça finira par passer. Et que l'enfant, quand il sera tranquille, il sera serein la nuit, il aura lui-même peut-être envie aussi de connaître un petit peu plus d'autonomie la nuit. Mais il faut leur laisser le temps. Et il n'y a rien de figé. J'ai aussi eu beaucoup d'auditrices qui parlaient du fait que celles qui allaitaient, il y a une phase où ils se réveillaient plus la nuit, leur enfant, et d'un coup se réveillent et ils redemandent des tétés qu'ils ne demandaient plus. Et je crois que ça arrive aussi avec le biberon. Est-ce que ça, c'est un besoin physiologique de manger ou c'est un besoin de se rassurer d'ocytocine? Alors ça, en même temps, l'ocytocine, l'un va avec l'autre. Ouais. Forcément, quand il y a une tétée, il y a vraiment de l'ocytocine qui est sécrétée en parallèle. Tout dépend en fait de la maturation neurologique de l'enfant, mais c'est vrai qu'on connaît des phases comme ça de transition où des fois l'enfant réclame beaucoup plus la nuit, et puis la proximité aussi du parent fait que l'enfant est un peu plus stimulé au niveau de l'odorat et du coup peut-être il va réclamer davantage. Mais dans tous les cas, effectivement, ce sont des phases qui finissent par passer également. Et il faut se dire en fait que si on répond beaucoup plus pendant une période la nuit à un enfant, c'est pas foutu pour la vie, en fait. C'est pas pour ça qu'il fera des nuits pourries pendant 5 ans. C'est juste une phase où il a peut-être plus besoin de proximité ou plus besoin de manger. L'un va avec l'autre, c'est difficile toujours de distinguer, mais ça va passer. D'accord. Faut que les parents se rassurent, en fait. Et je suis en plein dedans. Maman allaitante. Dans l'enfant d'1 mois et demi, je suis en plein dedans. Ouais, non, je parlais plus pour des enfants qui ont 2-3 ans et qui reviennent à demander la nuit alors qu'ils avaient arrêté. Alors qu'ils avaient arrêté aussi, c'est possible, ouais. Mais après, il y a aussi une phase de cauchemar qui arrive vers l'âge de 2-3 ans qui fait que les enfants sont beaucoup plus sensibles la nuit et ont beaucoup plus peur de s'endormir. Ça peut aussi jouer, mais pas que. Ok, c'est toute une question le sommeil. Ouais, c'est toute une question, c'est très compliqué. Et je sais que dans ton livre, tu recommandes un super livre de la pédiatre espagnole que j'adore, qui est Dormir sans larmes ou sans pleurs, je me trompe toujours, mais... Dormir sans larmes, je crois. José Jova, je crois que ça s'appelle. C'est rare sont les ouvrages sur le sommeil apportés vraiment sur des fondements scientifiques. Souvent, c'est sur la bonne pratique, un peu l'instinct du praticien. En fait, non, il y a vraiment une recherche sur le sommeil et il faut mieux s'en alimenter quand on est parent. Je pense que ça aide. Ce livre est génial. Ce livre est génial, je suis d'accord. Dans ton livre, tu racontes une histoire qui m'a beaucoup touchée, qui m'a quasiment mis les larmes aux yeux, où tu parles de quand tu es dans une conférence et qu'un papa te dit oui, enfin bon, moi j'ai été tapé et j'en suis pas mort et tout va bien. Ouais. Et c'est vrai que je crois que c'est une question auquel ceux qui prêchent cette parole de dire un enfant faut le respecter, on est confronté souvent, et moi je suis démunie à chaque fois que quelqu'un me dit ça. Et ouais, complètement. Et tu peux me raconter ce que tu as raconté parce que c'est hyper touchant. C'est vrai que ce papa m'a beaucoup touchée et je pense que c'est d'ailleurs l'un des souvenirs de conférences les plus émotionnels que j'ai. Pourtant, le lieu était pas terrible, la conférence, c'était dans un environnement pas terrible, mais ce papa-là a fait que ça a donné beaucoup de sens à la rencontre. Et c'est vrai qu'en fait, c'est dans une conférence où je parlais je pense que des maltraitances émotionnelles, d'éducation positive, enfin, la thématique souvent pour laquelle on sollicite. Et là, il y a un papa, mais vraiment un papa avec une allure un peu d'un homme un peu dur. Enfin, tu vois, un homme, on sent qu'il a vécu des choses pas drôles, quoi, ce papa. Il m'interrompt à un moment donné dans la conférence et il me dit, mais c'est bon, arrêtez, en gros, avec votre speech de bisounours. Enfin, moi, j'ai reçu des claques, des fessées, j'ai eu du martinet. Non seulement j'en suis pas mort, mais ça m'a rendu plus fort. Et c'est souvent, cette réaction-là, c'est souvent la réaction que j'entends, mais très fréquemment en fait en conférence. Et là, bon, ça crée un petit blanc dans l'assemblée. Quand il dit ça crée un blanc dans l'assemblée parce que tout le monde se dit, voilà, quand même, il nous dépose quelque chose d'assez lourd, ce monsieur. Et à ce moment-là, j'ai laissé un peu l'assemblée digérer un peu ce qui a été dit. Et je lui ai dit, mais monsieur, je suis pas d'accord avec vous. En fait, je pense qu'aucun enfant, quoi qu'il ait fait, parce que ce monsieur avait dit, j'avais bien cherché,
Je dis, aucun enfant, quoi qu'il ait fait, ne mérite en fait d'être humilié, ne mérite d'être puni, ne mérite d'être tapé, ne mérite ne serait-ce d'être insulté. Un enfant ne mérite pas ça. Et vous, monsieur, vous ne méritiez pas ça quand vous étiez petit non plus. Et là, ça crée un espace-temps dans l'assemblée assez inconfortable. Et je vois que ce monsieur change progressivement d'expression faciale. Il commence à sentir, je sens qu'il ravale sa salive, je sens qu'il y a quelque chose d'assez lourd qui se passe dans sa tête, et je lui dis, mais attention, je critique pas du tout vos parents, parce que vos parents à l'époque, ils étaient sans doute très bienveillants, ils voulaient vraiment bien faire comme nous on veut bien faire aujourd'hui, mais peut-être qu'ils n'avaient pas forcément à l'époque les bons conseils, et ils ont fait selon les conseils qu'on leur prodiguait à l'époque, c'est-à-dire on tape les enfants parce que les enfants sont mauvais par nature, si on les éduque pas avec un cadre très strict, ils vont devenir un peu tyrans, ces enfants tyranniques de la psychanalyse qu'on a bien connue. Et donc du coup vos parents agissaient selon les conseils qu'on leur donnait à l'époque, ils voulaient bien faire, ils pensaient bien faire, et aujourd'hui je pense que s'ils avaient d'autres conseils, ils auraient peut-être agi différemment de votre intérêt à vous. Et ce papa là du coup il a plus trop parlé, c'était très compliqué pour lui, je pense, de digérer cette chose-là. Et je disais vraiment avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'empathie pour cet homme-là qui avait été enfant battu avant. Et quelques semaines ou mois plus tard, je ne sais plus, ce papa m'envoie un message, un mail, mais qui m'a mis les larmes aux yeux quand je l'ai lu. Il m'a dit merci. Il dit merci parce que depuis que j'ai eu cette rencontre-là avec vous, j'ai changé. J'ai changé avec mes enfants. Je les vois plus comme des êtres tyranniques, mais je les vois comme des êtres un peu plus en développement et des êtres dont il faut prendre soin. Et j'essaie de moduler ce que j'ai reçu moi en tant qu'enfant. J'essaie de faire un peu l'inverse pour l'intérêt de mes propres enfants. Et c'est une belle victoire parce que je me suis dit, j'ai touché au moins une personne. Enfin, je veux dire, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de se déplacer jusqu'en Bretagne. Non, puis je trouve que c'est tellement dur quand les gens te disent, bah oui, je le méritais. Mais ouais, personne ne mérite ça. Mais voilà, ça fait mal au cœur quand les adultes sont capables de dire, bah oui, je l'avais bien cherché, il y a rien de grave. Disent, ouais. Bon, j'ai quasiment jamais entendu quelqu'un remettre en question le fait qu'il a été tapé. En même temps, c'est dur de remettre en question ses parents aussi, parce que beaucoup d'entre nous, enfin moi c'est pas mon cas et toi non plus tu m'avais dit tout à l'heure, mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, parents, ont reçu des maltraitances émotionnelles très fortes, voire physiques quand ils étaient petits, la génération d'avant encore plus, et dire que les maltraitances c'est pas adapté, c'est remettre en question ses parents, c'est critiquer ses parents, et ça c'est hyper bouleversant pour l'être humain de critiquer ceux qui l'ont élevé et ceux qui ont donné la vie. Donc ça c'est tellement fragilisant que peu de gens le font. Oui, je suis d'accord, parce que moi, si je devais faire l'inverse de ce que mes parents ont fait, c'est-à-dire taper... Ouais, c'est difficile. Je crois que j'aurais beaucoup de mal de me dire aller à l'encontre de ça. C'est vrai que c'est... Instinctivement, c'est un peu la même chose. C'est vrai que c'est pas simple. Ouais. Tu parles, on en a aussi un peu parlé là, du cadre souple. C'est ce que tu recommandes dans idéalement. Mais quand ça est tout frais, quand ça dépend de l'hypoglycémie. Ça veut dire quoi, le cadre souple ? En fait, l'idée, la base des questions positives, c'est pas de faire plus de cadre. Ça y est, on mange à n'importe quelle heure, on dort à n'importe quelle heure. Enfin, il y a un cadre de vie quand même, un cadre très strict d'ailleurs qu'on respecte. Mais c'est juste que la manière de le faire respecter ce cadre va être beaucoup plus empathique, non violente. On va passer par des alternatives pour arriver à nos fins. Et surtout, il peut être souple. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les recherches sur l'intelligence montrent que plus un enfant est élevé dans un cadre souple et modulable selon le contexte, meilleure et sa créativité est meilleure et son intelligence. C'est-à-dire, imaginons, je parle à ma fille, par exemple, elle adore les Babybel. Ça, c'est insupportable, mais elle adore les Babybel, c'est comme ça, on n'a pas choisi. Nous, on a une règle, c'est pas plus d'un Babybel par jour, sinon c'est juste terrible. Et des fois, cette règle-là, on peut l'assouplir selon le contexte. Imaginons, je sais pas, il y a eu 2 repas, imaginons qu'elle a vraiment eu envie, imaginons qu'il y avait plein de choses, peut-être qu'elle pourra avoir un 2e Babybel aujourd'hui. Chaque cadre mérite d'être assoupli selon un contexte donné. Ça crée aussi une marge de manœuvre à l'enfant et plus de climat de sérénité au sein de la famille. Et puis c'est pas grave si des fois on cède, c'est pas grave, c'est pas une guerre qu'on perd, c'est juste qu'on accède plus à l'envie d'un enfant, aux besoins d'un enfant. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que céder, ça veut dire qu'on se fait marcher dessus, que du coup l'enfant prend le pas sur nous et qu'on devient esclave, ou je sais pas comment on dit, mais ça. Donc l'enfant il est pas capable de ça, on est d'accord? Oui, complètement. En plus c'est pas du tout son objectif en fait. L'enfant n'est pas notre ennemi. Enfin, l'enfant, c'est pas le camp adverse. C'est que souvent, on a l'impression qu'on est en guerre avec notre enfant. Et c'est marrant, ça, alors qu'on est dans la même équipe, en fait. On a la même team, tous les deux. Et l'idée, c'est de pas voir l'enfant comme un adversaire, mais vraiment voir l'enfant comme un partenaire. Et il faut pas oublier, d'abord, comme le rappelle d'ailleurs très bien Catherine dans cet ouvrage, c'est que la relation adulte-enfant, c'est pas une relation d'égal à égal. C'est pas une relation entre 2 adultes, c'est une relation du plus fort. L'adulte est fort et le plus faible, c'est l'enfant. Donc, faut pas voir l'enfant comme un adversaire avec qui on va batailler, mais plutôt comme quelqu'un dont on doit prendre soin, qui est en plein développement et qui est extrêmement vulnérable. Ça change un peu la donne, en fait, je pense. On oublie, en fait, que c'est un tout petit humain. Mais vraiment un petit humain en construction. Ouais, c'est vrai, il faut se souvenir. Et quand on se rappelle de l'impact que ça nous pratique sur l'enfant, c'est terrible. Ça donne le vertige, finalement, ça fait très peur.
J'ai déjà eu vent de ça, d'histoires de parents qui, on reparlait du sommeil, mais qui ont consulté des spécialistes du sommeil, je mets des guillemets parce que ça me fait mal au cœur tellement de le dire, qui leur conseillent donc les 5, 10, 15 minutes et l'enfant en a... Encore aujourd'hui ? Ouais, bien sûr. Et est tellement marre, enfin c'est tellement dur pour lui qu'il vomit. Non, c'est horrible. On est d'accord, un enfant ne peut pas se faire vomir. Bah ouais, non mais c'est complètement affreux. Ah oui, non, complètement. C'est son corps qui réagit, qui est en détresse. De stress, en fait. C'est que l'amygdale surchauffe à force d'être sollicitée par des éléments très stressants, comme le fait de rester seul dans une pièce. Mais effectivement, la méthode du 5-10-15, qui était très à l'époque très mise en avant et vue comme une découverte fondamentale, maintenant on en revient. Et beaucoup de praticiens qualifie cette méthode du 5-10-15 comme une torture émotionnelle. Et personnellement, c'est ce que je pense aussi. Et effectivement, on ne laisse pas un enfant, on n'éduque pas un enfant au sommeil. Déjà, un enfant sait dormir naturellement. Et laisser un enfant seul dans une pièce pour dormir, et plus ça va, plus le temps est long, les 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est vraiment de la maltraitance émotionnelle pure. C'est quoi, on lui apprend en plus à ne pas compter sur son parent. Alors là, l'attachement, il est pas top non plus. Il faut penser aussi à toutes les répercussions. Il faut apprendre à nos enfants à compter sur nous. Donc, dès qu'ils nous appellent, il faut y aller. Et même si ça nous embête, et je le sais, je suis la première, maman de jeunes enfants, je suis concernée. Et malgré tout, même si on est fatigué, même si on a une journée pourrie, il faut quand même y aller. Il faut leur montrer qu'ils peuvent vraiment compter sur nous. Dans ton livre, tu parles dans un chapitre de la politesse. Oui. Je pense aussi que c'est très français. C'est vrai. De pouvoir attendre de nos enfants qui disent bonjour, merci, au revoir, au minimum à 8 mois, quoi. Des fois, t'as l'impression que les enfants, il faut tout de suite. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'enfant, à un certain âge, ne comprend même pas ce que ça veut dire ? Mais ouais, ça n'a pas de sens. C'est marrant, ça, c'est vraiment un monde d'adulte. En fait, la politesse, elle requiert chez l'enfant pour que l'enfant comprenne la politesse. Pour qu'il comprenne les mots comme bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir. Avec plaisir, de rien, etc. Faut qu'il soit décentré. C'est-à-dire, faut qu'il ait la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est quoi ? C'est un concept de la psychologie du développement qui montre qu'un enfant, vers l'âge de 4-5 ans, et pas avant, pour les plus tôt, c'est 3 ans et demi, mais en majorité, en moyenne, c'est vers 4 ans et c'est mature à 5 ans, c'est la capacité qu'a l'enfant de comprendre que l'autre pense différemment de lui. C'est la capacité de l'enfant à attribuer à l'autre des états mentaux différents. Par exemple, il y a souvent l'exemple que je prends, c'est l'exemple d'une expérience psychologique que j'aime beaucoup, qu'on appelle l'expérience de la boîte de Smarties. C'est la suivante. Là, on comprend bien le concept de la théorie de l'esprit. À la boîte de Smarties, c'est un laboratoire de psychologie du développement à l'université. On va tester les enfants sur leur théorie de l'esprit. Première situation, on accueille un enfant dans la pièce d'un enfant de 7-8 ans. Et là, l'expérimentateur, le chercheur, a dans la main une boîte de Smarties. Quand il la secoue devant l'enfant, elle fait un bruit de Smarties. Enfin, voilà, tu imagines bien l'enfant, il commence à avoir les yeux qui commencent à pétiller, il se dit ouais, je suis pas venu là pour rien. Il est hyper content. Et le chercheur dit à l'enfant, mais c'est quoi dans la boîte ? Et l'enfant dit, c'est des Smarties. Ils connaissent très tôt ce mot. Bien avant, s'il te plaît, merci d'ailleurs. Et donc, le chercheur dit, non, en fait, j'ai un secret pour toi, j'ai une révélation à te faire. Il ouvre la boîte de Smarties sur la table, et dans la boîte, ce ne sont pas des Smarties, ce sont des crayons. Ou des cailloux, pas ce que vous voulez. Dans tous les cas, c'est horrible. Et donc, l'enfant, il est vraiment déçu. Le chercheur dit à l'enfant, il dit, voilà, ça, c'est un secret entre toi et moi. Maintenant, on va remettre tous les crayons dans la boîte de Smarties. Imagine qu'il y a un petit copain à toi qui entre dans la pièce à ce moment-là. Si on secoue bêtement comme ça la boîte de Smarties sous son nez, il va croire quoi, le copain ? Qu'il y a des Smarties dedans ou qu'il y a des crayons ? À 7-8 ans, si l'enfant a la théorie de l'esprit, à moins qu'il y ait une pathologie, mais normalement il a la théorie de l'esprit, il va comprendre que l'autre enfant a une croyance différente de la sienne, a des pensées différentes de la sienne. Il va dire, l'enfant va se faire avoir comme moi. Il va dire, c'est des Smarties, on va bien rigoler. Ouais, t'as réussi l'expérience. Maintenant, un enfant de 3-4 ans, qui est pas encore pleinement fini sur le plan de la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit n'est pas encore arrivé à maturité. Même expérience, même question. Imagine qu'il y a un petit copain à toi qui entre dans la pièce, on l'agit de la boîte et tout. Qu'est-ce qu'il va croire, le petit chou ? Qu'il y a des Smarties ou des crayons ? Et là, l'enfant de 3-4 ans, il va dire, des crayons, il y a des crayons. Oui, mais toi, t'as assisté à la scène, mais lui, il a pas assisté à la scène, il y a un mur opaque entre vous deux. Mais des crayons, il a déjà vu des crayons. Tu vois, il n'arrive pas à se décentrer. C'est mignon, hein ? C'est vraiment la pensée universelle. Donc, avant que l'enfant arrive à se décentrer, il ne peut pas manipuler l'autre, et du coup, il ne peut pas avoir cette compréhension des codes de la politesse. Puisque les codes de la politesse, c'est un rapport à l'autre. C'est-à-dire que quand on dit merci, ça fait plaisir à l'autre. Mais pour ça, d'abord, il faut savoir comment ça fait plaisir. Il faut d'abord être décentré pour comprendre tous ces mots-là. Donc, c'est pas avant 4-5 ans que ces mots de politesse ont vraiment un intérêt pour l'enfant. Qu'il comprend qu'en disant ça, il fait plaisir à l'autre. Qu'il comprend qu'il fait plaisir à l'autre. Donc là, si un enfant avant 3-4 ans dit merci, il fait du mimétisme. C'est du conditionnement. C'est du dressage, en fait, pur et dur.
Il y a des enfants à 1 an et demi qui le disent très bien, hein, 2 ans aussi, mais ils sont juste dressés à le dire. Ils sont juste associés une action avec un mot qui leur paraît complètement dénué de sens. D'accord. Mais bon, après du dressage, c'est utile. Hein, l'éducation est une forme de dressage. Bon, c'est controversé, mais néanmoins, c'est purement un conditionnement. Après, si c'est juste qu'ils font aussi du mimétisme de nous avoir... Nous, on leur a pas forcément dit il faut que tu dises merci, mais ils nous ont vu dire merci tout le temps. Ou sinon, c'est ça. C'est ça, c'est aussi... C'est l'imitation. Là, c'est pas du dressage, c'est l'imitation, c'est de la vraie imitation. Voilà. Ouais, là, c'est juste qu'ils font comme papa-maman, quoi. Ou... Donc, c'est vrai, la meilleure manière de rendre un enfant poli, c'est effectivement d'être poli envers lui. Ou soi-même avec les autres. Alors, tu travailles aussi énormément avec les crèches. Ouais. Quel est ton regard sur le terrain, sur l'état de la formation, sur les professionnels de la petite enfance qui élèvent nos enfants aussi en partie? Formation en quoi? En psychologie de l'enfant, tu veux dire? Ouais. Alors, j'apprécie beaucoup les professionnels de petite enfance. Je travaille avec elles depuis très longtemps et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'elles font parce que c'est un métier qui est difficile. Mais c'est vrai que leur formation est dans l'ensemble, assez mauvaise, notamment en France où en fait leur formation, le problème, c'est qu'elle n'est pas basée sur des fondements scientifiques. C'est-à-dire que les formateurs des professionnels de la petite enfance aujourd'hui sont en grande majorité baignés un peu par la psychanalyse ou par des notions qui sont plus d'actualité. Ils ont du mal à mettre à jour leurs connaissances et du coup, ils n'ont pas vraiment des connaissances à jour sur le plan scientifique. Donc, on retrouve encore des notions d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, on le retrouve encore. L'angoisse du 8e mois, on la retrouve encore. Et en 10 ans, on l'enseignera encore aux EJE, aux éducatrices de jeunes enfants et aux experts de puériculture, alors que c'est des notions qui n'ont plus lieu d'être. C'est-à-dire? Alors c'est de grands débats, mais pour l'Oedipe ou pour l'angoisse du 8e? Comme tu veux, si. L'Oedipe, c'est vrai que c'est un truc très franco-français, c'est la psychanalyse freudienne, dit que vers l'âge de 3-4 ans, un enfant, une petite fille, enfin un petit garçon en l'occurrence, va être attiré par sa maman, va avoir des désirs de mariage ou des désirs sexuels. Et en fait, la petite fille, inversement, c'est ce qu'on pense, on retrouve ça dans les médias. Et en fait, quand on regarde les textes freudiens, pour avoir pas mal étudié... des textes freudiens qui sont passionnants et très faciles à lire d'ailleurs, hein, pour ceux je vous le conseille, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus cru, beaucoup plus fantasmatique, et en plus c'est quelque chose qui n'a pas du tout été retrouvé dans la population en vrai. C'est-à-dire que après la suite de Freud, il y a eu tellement de succès avec cette complexe d'Oedipe que les chercheurs se sont dit ok, ton complexe d'Oedipe il a l'air bien sympa, tout le monde y croit, mais on va le tester sur les enfants, les vrais enfants. Et en fait ils n'ont jamais retrouvé cette tendance du petit garçon amoureuse envers la maman chez la population générale. Ils ont retrouvé chez tous les enfants une tendance générale à être attiré plus par la maman, tout simplement parce que c'est elle qui s'occupe le plus des enfants, tout simplement, et basta. On n'a pas retrouvé cette dichotomie, cette nuance entre le père et la mère. En fait, c'est le lien d'attachement, quoi. C'est une forme d'attachement, tout simplement, c'est tout bête. Pas besoin d'en faire 20 ans d'analyse pour en venir à ça. Donc l'Oedipe n'existe pas dans la recherche scientifique, en tout cas. Et la séparation des l'angoisse des 8 mois, 9 mois, ça, moi je l'ai entendu, clairement, que à 8-9 mois, ma fille, elle allait être stressée par le monde extérieur. En gros, comprendre que quand je m'en vais, je reviens peut-être pas, ou ça existe pas. Qu'est-ce que tu voulais dire là-dedans? En fait, angoisse du 8e mois, c'est une notion très complexe. C'est vrai que c'est difficile de l'aborder là comme ça en d'autres mouvements parce que ça va créer beaucoup de susceptibilité chez certaines personnes. C'est vrai que l'angoisse du 8e mois aussi, c'est très français. Et les praticiens, alors les psychologues, les pédiatres, ils croient dur comme fer. Et c'est juste que c'est pas que ça n'existe pas, c'est juste que depuis que Spitz a développé cette notion qui était super à l'époque, parce que c'était complètement novateur, depuis, la recherche sur le bébé a largement évolué. Ma thèse en laboratoire de psychologie de bébé, et je sais que tous les jours ça évolue. C'est pas des grandes révélations, mais c'est quand même ça affine les découvertes. Et maintenant, on sait que des notions actuelles viennent largement nuancer, non pas invalider, mais largement nuancer cette angoisse du 8e mois de l'époque de Spitz. C'est vrai que ce serait difficile là de tout résumer, mais maintenant on sait que c'est pas vraiment une angoisse déjà, que l'enfant à 8 mois n'a pas forcément peur de l'étranger, de l'inconnu, des enfants qui ont l'appétence de la découverte et de l'inconnu, au contraire. Donc c'est pas tous les enfants, c'est pas une angoisse, c'est un peu un stress ou une appréhension. Enfin il y a plein de choses comme ça à décortiquer. Il faut lire ton livre pour lire ça. C'est compliqué de tout résumer là. Non, mais j'ai peur de heurter en plus ces praticiens français qui nous écouteraient. T'évoques quelque chose de très important, je trouve, qui fait pas assez l'objet d'études ou en tout cas de débats, le fait que être un couple homoparental n'a pas d'impact. Ah oui, ça c'est drôle. Sur la vie de nos enfants, enfin en tout cas d'impact négatif comme on pourrait le croire. Oui, c'est ça. Parce qu'évidemment on a tous un impact. Un impact. Oui, alors là, ça c'est autre sujet très controversé, alors aussi controversé que l'Oedipe d'ailleurs. C'est pour ça que l'Oedipe c'est très lié aussi à l'homophobie, oui, parce que c'est que dans les couples hétéros en fait. Dans l'Oedipe, si on
on prend ça. Oui, c'est ça, parce que du coup, ils se disent qu'ils ne peuvent pas faire l'Oedipe s'il n'y a pas un maman et une papa. Ouais. Un papa et une maman, mais l'Oedipe n'existe pas, donc il n'y a pas de problème, finalement. C'est bon, on peut baisser les armes. Oui, alors en fait, c'est vrai que l'homoparentalité, c'est encore très très tabou et controversé en France, alors que ça fait bien 60-70 ans qu'on fait des recherches dessus. D'ailleurs, pourquoi faire autant de recherches? Bon, il y a eu beaucoup de recherches qui montrent que non seulement il n'y a pas d'impact négatif sur l'enfant, enfin d'être élevé par deux mamans ou deux papas, mais en plus, et c'est ça qui est incroyable, c'est souvent ce que je dis en formation, c'est que les recherches tendent vers un point assez unanime, à savoir que les enfants qui sont élevés par deux mamans ont moins de difficultés que les enfants qui sont élevés par un papa et une maman. Alors on a plus de recherches, on a plus de recul sur les recherches sur les deux mamans plutôt que les deux papas, parce qu'il y a plus de mamans lesbiennes, il y a plus de couples homoparentaux lesbiens qu'effectivement que d'hommes, parce qu'effectivement on n'a pas de possibilité. Mais néanmoins, donc les recherches tendent vraiment à cette idée qu'être élevé par deux mamans, c'est plus chouette. Ça fait des enfants qui sont moins sujets à des troubles du comportement, l'agressivité, des difficultés. C'est bien. Comme quoi les femmes, nous sommes les gars. Non, mais je suis sûre que très bien aussi sur les couples homoparentaux. Mais oui, bien sûr. Mais n'empêche, vous voyez, c'est assez étonnant. Les chercheurs n'auraient pas pensé en fait arriver à un impact plus positif que la population générale, quoi. Enfin, c'est assez drôle. On peut laisser tranquille et on peut leur souhaiter une belle parentalité, je pense. Bah, c'est bien qu'il y ait des études qui le montrent, comme ça fait taire un peu. Ça fait taire un peu, mais moi ça fait pas taire. Non, fait pas taire, en fait, pas assez. Les gens ne lisent pas les études. C'est bien dommage. Bon, ma dernière question, elle est provoque, mais tu t'en fais ce que tu veux. Ouais. C'est quoi un bon parent? Un bon parent, enfin, c'est une question hyper compliquée, ça. Je pense que le bon parent, déjà, je pense que le parent parfait n'existe pas. Je pense que déjà, c'est une J'ai base. pas dit parfait, tu vois. Ouais, c'est vrai, ça va du parfait. Heureusement que de toute façon, il n'existe pas. Un bon parent, je pense que c'est un parent qui, c'est vraiment la question que je me posais tout récemment quand j'avais ma fille. Je me demandais si j'étais une bonne mère. Parce que je suis énervée sur elle, elle est insupportable, objectivement. Je suis énervée sur elle et je me suis demandé si j'étais une bonne mère. Et en fait, je pense que le bon parent, c'est le parent qui va réussir, comment dire, à s'excuser en fait quand il dérive. Enfin, tu vois, on a tous des moments où on n'en peut plus, des moments où en fait on pète un câble, on est fatigué, on trouve notre enfant insupportable, beaucoup moins supportable que celui du voisin. Et je pense que ce moment-là, en fait, de se dire que voilà, là j'ai pas été cool, là j'ai pas été adaptée, j'ai fait un truc vraiment qui n'était pas respectueux de mon enfant, et ça d'aller s'excuser et de rebondir. Je pense que c'est ça être bon parent, c'est faire au mieux. Mais tu vois, avec cette notion de respect de l'enfant. Oui, c'est faire au mieux, mais en ayant conscience qu'on a un être en développement en face à nous. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, cette prise en compte de la vulnérabilité de l'enfant en face, en fait. Mais c'est aussi avoir cette humilité de se dire, bah voilà, des fois, je me trompe et je réajuste et je vais tout faire au mieux pour que tu t'en sortes le mieux. Mais on sera jamais parfait, mais on peut vraiment tendre vers cette bientraitance au quotidien. Mais on sait que c'est pas évident. Et c'est renoncer juste à être parfait et nos enfants sont pas parfaits non plus et on va tous vers un même but et c'est déjà pas mal. En fait, j'ai vraiment une dernière question. Ouais. Est-ce que tu as la sensation sur le terrain que les choses évoluent et qu'on commence à un peu plus prendre en considération l'enfant tel qu'il est, ou on est encore vraiment dans une société qui prône la violence éducative? Je pense qu'on est vraiment en pleine transition en fait là. Là, il y a un grand duel, je pense, entre ceux qui prônent la violence éducative, qui sont encore dans ces pétris en fait de ces violences-là, et ceux qui sont plus axés vers les neurosciences, la pédagogie positive et l'éducation positive. Et on est en pleine transition. Et je vois que dans les conférences, dans les assemblées, il y a souvent deux équipes en fait. L'équipe pro-violence éducative et l'équipe pro-violence positive, j'allais dire. Non, lapsus, éducation positive. Et on est vraiment en pleine transition entre les deux en fait. Et je pense qu'il faut peut-être encore 1 ou 2 générations pour vraiment se pétrir de l'éducation positive. Ça prend du temps de changer d'être humain. Ouais, 1 ou 2 générations, c'est... Parce qu'il y a des certaines années de violence avant nous aussi. Enfin, c'est compliqué. C'est pas faux. Donc ça prend du temps. Mais on s'accroche. On s'accroche. Je suis de la première. Merci beaucoup, Héloïse. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce 26e épisode. Merci à Héloïse Junier. Je vous rappelle, elle est psychologue spécialisée dans la petite enfance et l'adolescence et elle a écrit un livre, le manuel de survie des parents, qui est très drôle, très imagé, très efficace. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à écouter ce podcast La Matrescence. On se retrouve dès la semaine prochaine, vendredi prochain, avec le père le plus connu de France. À vous de deviner. Rendez-vous vendredi prochain. Très bonne journée, très bonne fin de week-end, peu importe. À plus.